Une signature, et tout son univers part en fumée. Ma femme, Nicole, lâche sa bombe. Elle veut divorcer. On est à la fête d'anniversaire de mariage de ses parents. Pas en privé. Pas lors d'une discussion posée, juste tous les deux, autour d'un café ou pendant une soirée tranquille à la maison. Non. Là, en plein milieu du dîner, devant toute sa famille, alors qu'on attend le dessert. Elle plie sa serviette avec une précision chirurgicale, comme si elle signait un contrat d'entreprise, et annonce, d'un ton très administratif, qu'elle met fin à notre mariage. Les mots tombent, froids, comme un cadre qui distribuerait des lettres de licenciement juste avant Noël. Ses sœurs se mettent aussitôt à hocher la tête, comme si elles avaient répété la scène lors d'un conseil de famille auquel je n'avais pas été convié. Sa mère m'adresse ce petit sourire de pitié navré qu'elle peaufine depuis des années. Celui qui signifie qu'elle a toujours su que je n'étais pas à la hauteur pour eux, mais qu'elle était trop bien élevée pour le dire. Son père se contente de reprendre une gorgée de son scotch hors de prix, comme s'il s'agissait d'une affaire réglée depuis des semaines. Même Brandon, le beau-frère, marié à la cadette, a un haussement d'épaule gêné et refuse de croiser mon regard. C'est intéressant quand on sait qu'il me doit toujours 48 000 $ pour un prêt dont je me suis porté garant quand sa start-up avait besoin de liquidité il y a 3 ans. La boîte a coulé en 18 mois, mais quand on s'apprête à regarder quelqu'un se faire éjecter de la famille, on n'a pas très envie d'admettre qu'on lui est encore lié financièrement, par des attaches qu'on préférait ignorer. Je reste assis là, à observer ces gens avec qui j'ai passé 12 ans à essayer de m'intégrer, à essayer de me faire accepter, à essayer de faire partie du premier cercle. Des gens qui ne m'ont jamais vraiment considéré comme l'un des leurs, qui me voyaient comme quelqu'un d'utile, d'ennuyeux et de parfaitement oubliable. La plus jeune sœur de Nicole avait plaisanté un jour, lors d'une fête, assez fort pour que je l'entende, en disant que m'avoir dans la famille, c'était comme avoir une niche fiscale sur pattes. Utile, mais pas franchement excitant. Tout le monde avait ri. Ils pensaient que je n'avais pas entendu depuis l'autre bout de la pièce, mais si, j'ai tout entendu. Ils ne prenaient jamais la peine de chuchoter. Alors, quand Nicole fait son annonce avec son petit sourire suffisant, je pose ma fourchette, je m'essuie soigneusement la bouche avec cette serviette de luxe pour laquelle ils ont probablement dépensé une fortune, et je lui rends son sourire. Je dis très calmement, presque gentiment, que je comprends. Je vois le soulagement se propager autour de la table. L'une de ses sœurs pousse un véritable soupir, comme s'ils avaient tous retenu leur souffle, s'attendant à ce que je supplie, que je pleure ou que je fasse une scène. Sa mère marmonne quelque chose sur le fait que c'est tellement mieux quand les gens restent civilisés. À quel point nous sommes matures de gérer ça comme des adultes. Son père opine du chef, impressionné que je n'ai pas hurlé, rien cassé, ni gâché leur réunion de famille parfaite. Nicole a l'air presque heureuse, comme si elle venait de boucler une transaction majeure et qu'elle réfléchissait déjà à la façon de dépenser l'argent. Ce sourire sur son visage, c'est ce dont je me souviens le plus. Elle pense avoir gagné gros. Elle pense que c'est sa victoire. Mais voilà le truc. Ils ignorent la seule chose qui me fait garder le sourire pendant qu'ils célèbrent mon éviction. Cette magnifique villa au bord du lac, où nous sommes assis en ce moment même, avec son ponton privé, ses grandes baies vitrées et cette vue qu'ils affichent sur toutes leurs photos de famille. Elle ne leur appartient plus vraiment. Pas légalement. Pas depuis 10 ans. Pas depuis que son père s'est discrètement retrouvé en défaut de paiement sur un prêt que j'avais arrangé et garanti à l'époque où il se noyait sous les dettes. Ils n'en ont aucune idée. Ils pensent que je suis le gendre effacé, le mari barbant qui paie les factures et qui débarque avec un sourire et les bons cadeaux. Et pour être honnête, j'ai plutôt bien joué le rôle, pendant plus d'une décennie. Je n'ai jamais causé d'ennemis, je ne les ai jamais remis en question. J'écoutais pendant qu'ils faisaient des projets sans moi. Je tondais la pelouse tous les week-ends quand le père s'est bloqué le dos. Je venais aux anniversaires avec des cartes et du vin de garde. J'étais le figurant dans leur drame familial, si insignifiant qu'ils ont fini par oublier que je faisais attention à tout. Mais quand on est la personne que personne ne regarde, quand on est perçu comme quelqu'un d'ennuyeux, on voit tout. Chaque remarque désobligeante, chaque roulement de sourcils, chaque blague qu'ils pensent que vous n'avez pas entendue. Alors je continue de sourire pendant le dîner. Ils commencent tout de suite à discuter des détails, à planifier la répartition des biens. Nicole peut avoir la voiture dont elle a toujours rêvé. Elle prendra évidemment l'appartement en centre-ville qu'elle lorgne depuis des mois. J'acquiesce.
Je bois une gorgée d'eau. C'est presque beau, cette rapidité avec laquelle il passe de l'annonce du divorce au partage de choses qu'il croit m'appartenir. Il pensait avoir gagné une guerre silencieuse. Je n'ai jamais dit que nous étions en conflit, mais mon silence n'était pas de la faiblesse. Ce n'était pas parce que j'étais vaincu ou sans option. J'étais silencieux parce que j'ai été très occupé pendant des années. Occupé à tout observer, à anticiper ce qui pourrait arriver, à construire discrètement une porte de sortie qu'ils n'ont jamais vu venir. Ils étaient trop occupés à se congratuler d'être si malins. Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment nous en sommes arrivés là, il y a 12 ans. Je me suis jeté dans leur naufrage familial comme on monte sur un navire qui sombre, avec un simple seau et de bonnes intentions. Ils ont appelé ça une urgence familiale quand ils m'ont convoqué à cette réunion dans la cuisine. Mais soyons lucides sur la réalité des faits. C'était un désastre financier total, drapé dans le déni et le désespoir. Un déni qui coûtait cher. Son père gérait leur petite agence immobilière comme un amateur jouant au Monopoly avec de l'argent réel. Il avait surendetté les biens, maquillé les montants des loyers pour que les immeubles paraissent plus rentables qu'ils ne l'étaient. Les contrats de prestataires n'étaient que des accords de principe griffonnés sur des serviettes de table. Le tout était masqué par des meubles de luxe, une assurance de façade et cette idée qu'ils incarnaient la vieille fortune. Quand la banque a fini par exiger le remboursement du prêt après des mois d'impayés et que les murs ont commencé à se refermer sur eux, ils sont venus me voir. Pas parce qu'ils me respectaient ou qu'ils tenaient à mes conseils financiers, mais parce qu'ils n'avaient plus le choix. J'étais le seul qu'ils connaissaient avec un bon dossier de crédit et des liquidités. Je me souviens de cette réunion dans leur immense cuisine comme si c'était hier. Son père trônait en bout de table avec ce gros classeur en cuir qu'il n'avait pas ouvert depuis des années, peut-être des décennies. Sa mère préparait le café d'une main tremblante, comme s'il s'agissait d'un simple brunch dominical. Nicole se tenait derrière eux, les bras croisés, me suppliant silencieusement de les aider sans oser le dire. Son père s'est raclé la gorge et a expliqué qu'ils avaient besoin d'un prêt à court terme pour traverser une mauvaise passe. Comme s'il me demandait d'arroser ses plantes pendant ses vacances. Ce n'était pas du court terme et ce n'était pas une petite somme. Ils devaient 420 000 $ et leur réputation auprès des banques locales était grillée. Aucun prêteur sérieux ne les aurait touchés. La seule chose qu'ils possédaient et qui avait de la valeur était leur propriété principale. Un immeuble en centre-ville avec des commerces au rez-de-chaussée et des bureaux aux étages. Ils appelaient ça le patrimoine familial, depuis toujours. Alors j'ai proposé de leur accorder le prêt moi-même, en jouant les héros. Pas de banque, pas de surveillance, pas de comité pour poser des questions. Juste moi, acceptant de sauver la mise, comme le gendre idéal qu'ils avaient toujours considéré comme acquis. Je n'étais pas stupide. J'ai travaillé avec mon ami Thomas, le seul avocat en qui j'ai confiance depuis la fac, pour rédiger le contrat de prêt. Il m'avait prévenu au sujet des familles comme celle de Nicole. Ils présentent bien à l'extérieur, mais ils sont pourris de l'intérieur. Thomas m'a dit franchement de prévoir une stratégie de sortie. Je voulais être payé le jour où je quitterais cette famille. Ils lisaient en eux comme dans un livre ouvert. Alors, nous avons caché une clause au fond de la paperasse. Il aurait fallu un diplôme en droit, une loupe et des litres de café pour la débusquer. L'article 11.5, noyé entre des pages de jargon juridique soporifique sur les échéances, les défauts de paiement et les clauses standards qui font bâiller n'importe qui. La clause stipulait que, s'il ne remboursait pas le prêt sous 36 mois, je récupérais le contrôle total et l'intégralité des revenus. Cette annexe tenait sur une seule page à la fin du contrat, avec un seul nom dessus. Le mien. Ils ont tous signé sans lire, sans demander à leur propre avocat d'y jeter un œil, sans faire aucune des vérifications d'usage avant de signer des documents financiers de cette importance. Son père était trop désespéré et trop fier pour poser des questions. Nicole m'a embrassé ce soir-là, une fois l'accord conclu, comme si j'avais sauvé des chiots d'un incendie. Sa mère a porté un toast au champagne, m'a traité de véritable atout pour la famille, a dit qu'ils avaient de la chance de m'avoir. Ils étaient extrêmement reconnaissants quand ils avaient besoin de quelque chose. Mais la gratitude ne dure pas. Dans ces familles-là, c'est le sentiment de supériorité qui reste. 3 ans plus tard,
Leurs affaires allaient mieux grâce à la reprise de l'économie locale. Les loyers ont recommencé à tomber. Ils ont repeint l'immeuble, refait le hall avec du marbre et de nouveaux luminaires et changé les moquettes. Son père a commencé à se vanter au country club de la façon dont il avait redressé la barre grâce à ses décisions judicieuses. Il n'a jamais mentionné mon nom, l'argent que je leur avais donné, ni le contrat de prêt qui était toujours en cours. C'était comme si je n'existais pas. Je n'étais plus leur sauveur, plus le héros qui les avait secourus. J'étais juste le mari effacé qui venait dîner et tondait la pelouse. À leurs yeux, j'étais passé de l'homme providentiel au pigeon, le gars qui les avait aidés par pure bonté d'âme, puis s'était fondu dans le décor. Il continuait de parler de l'entreprise familiale dans chaque conversation, même si mon nom était enterré dans la paperasse comme une mine antipersonnelle, n'attendant que le moment d'exploser. Et je les ai laissés croire ça. Je les ai laissés reconstruire leur fierté et leur assurance sur mon silence et ma patience. Je les ai laissés oublier ce que j'avais réellement fait, qui détenait vraiment le pouvoir, parce que je n'avais pas besoin de leur remerciement, de leur approbation ou d'une quelconque reconnaissance publique. Ce dont j'avais besoin, c'était qu'ils s'installent dans leur confort, qu'ils deviennent paresseux, qu'ils s'imaginent que ce mari ennuyeux et silencieux ne ferait jamais rien d'important et ne viendrait jamais bousculer l'ordre établi. On sous-estime toujours la patience et la persévérance. Ils voient un comportement stable et ils lisent de la faiblesse ou de la passivité. Ils s'imaginent que le gars qui remplit toujours la cafetière, qui arrive à l'heure et qui ne hausse jamais le ton, ne pourrait jamais être celui qui raserait tout l'édifice. Mais pendant qu'ils plaisantaient sur mon boulot ordinaire, ma voiture bon marché et mes passe-temps ennuyeux, j'observais tout. J'observais comment ils géraient leur boîte, comment ils célébraient leur succès, comment ils ignoraient le fait que toute leur opération reposait sur un contrat avec un type à qui ils ne parlaient même plus. Son père avait cessé de rembourser la créance il y a environ 8 ans. Les paiements ont simplement arrêté d'arriver, sans un bruit. Il ne m'a jamais rien dit, pensant probablement que je ne le remarquerais pas ou que je ne m'en soucierais pas assez pour réagir. Et je n'ai rien fait à l'époque, ni pendant des années, parce que je ne voulais ni de l'immeuble, ni de l'entreprise. Je voulais un levier. Un levier, c'est différent des autres actifs. Ça ne perd pas de valeur. Ça s'accumule silencieusement, gagnant en puissance, jusqu'à ce qu'on décide de s'en servir. Alors, quand Nicole a annoncé lors de ce dîner d'anniversaire qu'elle en avait fini avec notre mariage, fini avec moi, qu'elle était prête à passer à autre chose, j'ai regardé ma montre. Il était 21h17. Je savais qu'à 21h30 précise, Thomas serait à son bureau, en train de sortir un dossier spécifique de son coffre-fort, le contrat original avec toutes les signatures et cette clause enfouie qu'ils avaient oubliée ou qu'ils n'avaient jamais comprise. À minuit, la machine juridique serait lancée. À 7h le lendemain matin, la famille de Nicole se réveillerait pour découvrir que leur monde avait changé d'une manière qu'ils ne comprendraient pas au début. J'ai appelé Thomas de mon pick-up avant même de quitter leur quartier. Je me suis garé sur le parking désert d'un centre commercial fermé à quelques pâtés de maison et j'ai composé son numéro. Il a répondu à la deuxième sonnerie, calme, comme à son habitude. Je lui ai simplement dit qu'il était temps d'activer la clause, temps de presser la détente qu'on avait installée 12 ans plus tôt. Il y a eu un silence, le temps qu'il encaisse l'information. Puis je l'ai entendu expirer lentement, suivi d'un petit rire sourd. Rien de méchant, juste le sang de quelqu'un qui voit enfin les pièces du puzzle s'assembler après des années d'attente. Il m'a demandé si j'étais sûr, si j'avais bien tout pesé. J'ai répondu que je n'avais jamais été aussi sûr de rien. Il a dit qu'il lui faudrait environ 2 heures pour tout mettre en place, préparer les actes, s'assurer que tout était inattaquable. Exactement. On n'a pas perdu de temps à parler de sentiments ou des raisons de mon geste. Ce n'est pas le style de Thomas, et j'apprécie ça. Il savait ce que cela signifiait, savait depuis combien de temps je gardais cette option sous le coude, savait l'ampleur de la chose. Il a dit que la plupart des gens sont incapables de se souvenir de leur date d'anniversaire, mais qu'il savait que je surveillais ce contrat depuis des années, comme si les dates étaient tatouées sur mes paupières. Je suis resté assis dans ce pick-up un moment après avoir raccroché, fixant simplement le parking vide éclairé par les lampadaires. Ni en colère,
ni triste, ni heureux, juste lucide. D'une lucidité limpide et certaine pour la première fois en 12 ans. Parce qu'il ne s'agissait pas de vengeance ou de blesser qui que ce soit, il s'agissait de croire enfin Nicole quand elle disait qu'elle en avait fini. Elle m'avait donné la permission de cesser de me retenir, de cesser de protéger des gens qui ne valorisaient que mon silence et de réclamer ce que j'avais bâti. Le contrat n'avait rien de spectaculaire. Une fois que Thomas aurait activé la clause, le contrôle de l'immeuble me serait transféré sous 72 heures, à moins qu'ils ne contestent, ce qui serait impossible puisqu'ils n'avaient rien mis à jour de leur côté. La procédure gèlerait également tous les paiements des comptes de l'entreprise. Du jargon juridique classique pour prévenir la fraude et confirmer le nouveau propriétaire avant tout mouvement de fonds. Rien de personnel, c'est juste ainsi que ça marche. À 23h43 ce soir-là, j'ai reçu un SMS de Thomas. Court et direct, comme toujours. Pas de mots inutiles. Avis rédigé, dépôt à 0h01. C'est parti. C'était tout. Pas de grand événement, pas de fête, pas de grand discours. Juste l'avis officiel et silencieux qu'une mèche de 12 ans venait de se consumer. À minuit 1 précise, les documents juridiques ont été envoyés par voie électronique au greffe du comté, tous horodatés. À 7h du matin, des notifications automatiques partiraient vers la banque, la société de gestion immobilière et tous les locataires qui versaient leur loyer chaque mois sur le fonds fiduciaire. Ils se réveilleraient avec des courriels d'entreprise polis, les informant d'un changement de direction, des coordonnées mises à jour du destinataire des fonds et d'un blocage temporaire de leurs accès jusqu'à ce qu'ils puissent prouver leur identité. Un langage bureaucratique qui signifiait en réalité « vous n'êtes plus aux commandes » et vous ne pouvez plus rien toucher tant que le nouveau patron ne l'a pas autorisé. Je savais qu'il ne percuterait pas tout de suite. Les gens comme la famille de Nicole ne comprennent jamais quand tout s'effondre. Ils penseraient probablement à une erreur, un bug informatique, peut-être même un piratage. Mais plus ils chercheraient, plus cela deviendrait clair. Ce n'était pas une erreur. C'était prévu. Le piège attendait depuis plus de 10 ans, comme une mâchoire d'acier. Et il venait de se refermer d'un coup sec. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai pris une chambre dans un hôtel miteux en lisière de ville sous un faux nom et j'ai simplement regardé l'heure tourner. Je ne cessais de repenser à l'instant précis où son père ouvrirait ce premier email sur son téléphone. À la seconde où Nicole s'apercevrait que son nom avait disparu de tous les rapports et de toutes les listes. À l'instant où leur avocat feuilleterait l'accord original, de plus en plus paniqués, comprenant enfin ce qu'ils avaient signé à l'époque où ils étaient aux abois. C'est son père qui a compris le premier, le lendemain matin, vers 6h42. D'ordinaire, il n'est pas matinal, sauf s'il a un parcours de golf de prévu ou s'il veut terroriser un entrepreneur avant le petit déjeuner. Mais son téléphone l'a tiré du sommeil avec une rafale d'alerte. Encore à moitié endormi, il a tenté de se connecter au compte bancaire de l'entreprise. Accès refusé. Il a essayé le site de gestion immobilière. Accès refusé. Il a réessayé, pensant s'être trompé de mot de passe. Toujours rien. Impossible de réinitialiser le mot de passe. Son nom ne figurait plus nulle part dans la liste des contacts. Il a appelé Patricia, son assistante depuis 15 ans. Paniquée, elle a décroché avant la deuxième sonnerie et lui a dit qu'elle s'apprêtait justement à l'appeler. Elle avait reçu 3 emails urgents pendant la nuit. L'entreprise d'espace vert, les techniciens d'ascenseur et l'équipe de nettoyage avaient tous envoyé des messages pour demander si leur contrat tenait toujours et s'ils allaient être payés. L'un d'eux signalait qu'un virement, qui aurait dû passer il y a plusieurs jours, avait été rejeté. Son père a demandé quel nom apparaissait comme signataire autorisé. Patricia a marqué un silence, puis a lâché « le vôtre », d'une voix si ténue qu'elle semblait ne pas y croire elle-même. Il lui a ordonné de vérifier immédiatement les notifications juridiques sur la boîte mail de la société. Elle était déjà dessus. Il y avait une lettre du bureau du greffier du comté, horodatée à minuit pile, annonçant un changement à la tête du Brennan Property Holdings Trust. C'est là que son père a commencé à entrevoir ce qui se tramait, même s'il n'avait pas encore une vision d'ensemble. Le Brennan Property Holdings Trust n'était pas qu'un vieux bout de papier au fond d'un dossier. C'était le contrat lui-même, l'ossature juridique sur laquelle nous nous étions appuyés pour obtenir le prêt initial 12 ans plus tôt. Et voilà que la bête se réveillait.
avec moi aux commandes. Il ne s'est ni rasé, ni n'a pris de café, ni ne s'est vraiment habillé. Il a enfilé des fringues à la va-vite et a foncé chez Nicole, moteur hurlant. Il n'a ni frappé, ni sonné. Il a fait irruption, comme s'il donnait l'assaut à un fort. On m'a raconté plus tard qu'il hurlait avant même d'avoir franchi le seuil, brandissant son téléphone comme une pièce à conviction, demandant à Nicole si elle savait ce que je leur avais fait. Nicole était encore en pyjama, tenant un café auquel elle n'avait pas touché, sans doute encore savourant l'annonce de son divorce de la veille. Elle avait l'air perplexe, pensant probablement que tout cela concernait la séparation. Il s'est approché d'elle et lui a fourré le téléphone sous le nez, la forçant à lire l'acte déposé au comté. Elle l'a lu lentement, puis une seconde fois, plus lentement encore. Lorsqu'elle est arrivée au passage stipulant que j'étais désormais le responsable, elle s'est métamorphosée. Ses épaules se sont crispées, son visage s'est vidé de toute expression. Elle fixait l'écran, comme si les mots allaient changer à force d'être regardés. Elle a fini par murmurer que ce devait être un faux, une erreur ou une plaisanterie. Son père lui a répondu que cela venait du bureau du greffier, que c'était horodaté et officiel. Elle a posé délicatement le téléphone sur le comptoir, comme s'il risquait d'exploser. Elle a dit que je ne ferais jamais une chose pareille, que je n'étais pas ce genre d'homme, que ça ne pouvait pas être réel. Son père a eu un rire, mais un rire amer, un son creux. Il a dit que c'est ce qu'il pensait lui aussi, jusqu'à 7 heures ce matin, jusqu'à ce que son monde bascule. Ils sont restés là, dans un silence de mort, pendant que Nicole accusait le coup. Le type qu'elle avait éconduit avec un sourire suffisant à peine 12 heures plus tôt, celui qu'elle avait traité d'insignifiant et d'ennuyeux devant sa sœur alors que j'étais à portée de voix, venait de s'emparer de toute l'entreprise familiale sans élever la voix, sans avertissement, sans leur laisser la moindre chance de se préparer ou de riposter. Elle a repris le téléphone et a relu mon nom une dernière fois. Sa voix s'est brisée quand elle a demandé pourquoi je n'avais rien dit au dîner. Pourquoi je m'étais contenté de sourire et d'acquiescer si facilement. Son père a simplement répondu, d'un ton glacial, parce qu'il n'avait pas besoin de parler. Il avait les documents. Il les a depuis 12 ans. C'est là que Nicole a commencé à comprendre. Ce n'était pas une réaction émotionnelle ou un coup de tête dicté par la colère. Tout cela attendait dans l'ombre depuis des années, fin prêt, n'attendant que le signal. Le piège avait été construit, pièce par pièce, avec minutie, et elle n'avait rien vu venir. Ils ont convoqué une réunion de famille d'urgence plus tard dans la matinée. Dans ce même salon où ils avaient jadis fêté mon anniversaire, comme s'ils faisaient une œuvre de charité pour un pauvre type. Tout le monde est arrivé dans l'heure. Sa mère était assise sur le canapé, raide comme la justice, comme si elle attendait son verdict. Brandon, le beau-frère, penchait la tête, l'air égaré, comme s'il n'arrivait pas à s'imprégner de la réalité de la situation. Même Patricia, l'assistante, était là, car elle connaissait les rouages de l'entreprise mieux que quiconque dans la famille. Leur avocat est arrivé en retard, un certain Ronald, qui s'occupait de leurs affaires courantes depuis des années. Costume étriqué, nerveux, visiblement pas de taille pour ceux qui l'attendaient. Il s'est assis et a commencé à lire le contrat à haute voix. L'article 11.5b sur les clauses de défaut et le transfert de contrôle, et l'annexe C me désignant comme bénéficiaire. Il a levé les yeux et leur a annoncé de but en blanc que l'annexe C me listait comme la partie détenant le contrôle avec effet immédiat. Ils se sont tous tournés vers Nicole, comme si elle allait leur dire qu'il s'agissait d'un homonyme. « Une coïncidence bizarre ?» a-t-elle demandé. « Rien. » Ronald a continué sa lecture. La clause était bétonnée, inattaquable. Non seulement je possédais désormais l'entreprise, mais toute tentative de contestation devant les tribunaux nécessiterait d'abord le remboursement intégral du prêt initial, majoré de l'inflation et des intérêts sur 12 ans. Cela représentait chaque centime lié à l'entreprise via le trust. 700 000 $ minimum, peut-être plus selon leur mode de calcul. Son père s'est penché en avant et a demandé quelles étaient leurs options. Pouvait-il me rembourser pour reprendre le contrôle? Ronald a hésité, puis a expliqué avec précaution que le remboursement n'entraînait pas automatiquement un retour de contrôle. Cela dépendait de moi.
Selon le contrat, je n'avais aucune obligation de vendre ou de rendre quoi que ce soit. Le transfert était acté. C'était fini. Brandon a demandé s'il pouvait nous poursuivre en justice pour bloquer la procédure. Ronald a été cash. Il perdrait gros et gaspillerait une fortune en frais d'avocat. Le contrat était solide, dûment signé et juridiquement contraignant. La mère de Nicole s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, les bras croisés si fort qu'on aurait dit qu'elle allait se briser. Elle a dit que j'étais censé faire partie de la famille, que j'étais censé les aider. Ronald a haussé un sourcil et a précisé que je les avais aidés. Cela a coupé court à la discussion. Ils ont commencé à se raccrocher aux branches. Peut-être qu'ils pourraient obtenir un prêt ailleurs. Peut-être qu'ils pourraient me convaincre de modifier l'accord. Peut-être qu'ils pourraient trouver un acheteur prêt à mettre une somme telle que je ne pourrais pas refuser. C'est alors que Nicole a pris la parole pour la première fois depuis le début de la réunion. Elle a dit calmement que je ne vendrais pas. Tout le monde la regardait. Elle fixait le contrat posé sur la table basse. Elle a dit que je n'avais pas besoin d'argent et que l'immeuble ne m'intéressait pas. Je voulais qu'il dégage. Sa voix était monocorde, sans émotion. Elle constatait simplement la vérité. Son père a commencé à dire que ça n'avait aucun sens, mais Nicole l'a coupé. Elle a dit qu'il m'avait traité comme un meuble pendant 12 ans, comme un truc qu'ils possédaient mais qu'ils avaient fini par oublier. Le silence s'est installé dans la pièce. Ronald a fini par refermer son dossier et s'est levé. Il leur a dit qu'à moins de trouver 700 000 $ d'ici la fin de la semaine, ou que je ne change d'avis, il n'y avait plus rien à ajouter. Il est parti. Ils sont restés assis là pendant encore 20 minutes, espérant que le silence arrangerait les choses. Ça n'a pas été le cas. 4 jours après la validation des documents, Nicole a débarqué chez moi sans prévenir. C'était un de ces après-midi gris et brumeux où tout semble moite. Elle a frappé doucement. 3 coups à peine, presque comme si elle avait peur. Je savais que c'était elle avant même d'ouvrir. Elle se tenait là, les cheveux attachés, portant un manteau que je lui avais offert 2 Noëls plus tôt pour une soirée. Elle tenait un dossier bon marché qui commençait déjà à gondoler sous la pluie. Je me suis effacé pour la laisser entrer sans dire un mot. Ma location était rudimentaire, meubles de premier prix, murs nus. Elle a regardé autour d'elle comme si elle cherchait des indices sur ma nouvelle vie. La veste d'une autre femme, peut-être? Des photos? Quelque chose qui montrerait qui j'étais devenu? Mais il n'y avait rien. Je l'avais délibérément gardée vide. Elle s'est assise sans que je l'y invite et a dit « Il faut qu'on discute de tout ça ». J'ai simplement attendu. Elle a bougé nerveusement sur sa chaise. Ce ne serait pas l'un de ses numéros habituels où elle pouvait user de son charme ou de ses larmes pour s'en sortir. Pas de famille pour la soutenir cette fois, pas de terrain connu. Juste elle, moi et un poids de silence. Peut-être, a-t-elle dit, qu'on a agi avec précipitation. Peut-être que le divorce n'est pas forcément une fin en soi. J'ai esquissé un léger sourire, ni amical, ni méchant, juste assez pour montrer que je connaissais déjà ce refrain. Elle a continué, sur les 12 années que nous avions construites ensemble. On peut sûrement, a-t-elle ajouté, trouver un terrain d'entente entre adultes. Je lui ai répondu doucement. Ça ne nous concerne plus. Cette page est tournée. Elle a scié, comme si elle ne comprenait pas. Comme si ce n'était pas ce qu'elle avait prévu d'entendre. Habilement, elle a changé de tactique. « Je sais que tu es blessé, a-t-elle dit, mais on peut réparer ça. Si tu annules la procédure, on pourra s'asseoir avec mon père et régler tout ça. » J'ai dit « non ». Simple, direct, définitif. Elle a répété le mot, comme une question. Je me suis levé, je suis allé vers la table d'appoint et j'ai ramassé une feuille de papier que j'avais préparée 2 jours plus tôt. Je m'attendais à cette visite. Je me suis approché et je l'ai posée devant elle. Elle a baissé les yeux et a lu lentement l'entête. Accord de cession volontaire. En dessous, conditions. Clair et net. Prix de cession, 0 $. Je lui offrais de lui rendre l'immeuble entier, sans frais, à une seule condition, la rupture définitive de tout contact, personnel comme professionnel.
Elle et toute sa famille devaient signer un accord juridiquement contraignant s'engageant à ne plus jamais m'adresser la parole, à ne plus mentionner mon nom, à ne plus jamais tenter de me contacter. Plus jamais. Ses yeux parcouraient la page comme si elle y cherchait un piège ou des clauses écrites en petits caractères. Il n'y en avait aucun. C'était limpide, radical. Elle a levé les yeux vers moi. « Pourquoi fais-tu ça, au fond ?» J'ai incliné la tête. « Il y a 12 ans, quand nous nous sommes mariés, tu m'as demandé ce que j'attendais de notre vie commune. Tu n'as jamais écouté la réponse. Tu t'en fichais. Ce n'était pas de la vengeance. C'est juste que j'ai fini par te croire. Quand elle disait qu'entre nous, c'était fini, elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, comme font les gens quand la conversation ne prend pas le tour qu'ils avaient prévu. J'ai expliqué, calmement, que je leur rendais l'immeuble, net et sans bavure. Ils pouvaient garder l'héritage, le nom, tout, mais ils ne me reverraient plus jamais, ne me contacteraient plus, ne se serviraient plus de moi comme d'une plaisanterie lors des dîners de famille. Je lui ai tendu un stylo. Elle ne l'a pas pris. « Je ne pensais pas que tu me haïssais au point de partir comme ça », a-t-elle dit à voix basse. J'ai haussé les épaules. « Je ne te hais pas, j'ai simplement fini par te croire. » Elle me fixait du regard, comme si elle attendait que je craque, que je montre une émotion dont elle pourrait se servir. Je me suis contenté d'aller ouvrir la porte. J'ai attendu, en silence. Elle a ramassé le papier. Elle ne l'a pas signé, elle l'a juste tenu comme une sentence à laquelle elle n'était pas préparée. Puis elle est sortie avec. Pas d'adieu, pas d'ultime supplique. Elle est juste partie. La chemise cartonnée qu'elle avait apportée est restée sur la table. Je l'ai vérifiée plus tard. Vide. Elle était venue sans rien de concret. 2 jours plus tard, Thomas a appelé. Les accords signés étaient revenus par coursier. Nicole et toute sa famille avaient signé, sans aucune modification. L'immeuble leur a été rétrocédé, sans aucune contrepartie, si ce n'est cette clause de non-contact. Thomas m'a demandé si je voulais jeter un œil aux documents avant qu'il ne finalise l'acte. J'ai dit non. Contente-toi de traiter le dossier et de le classer. C'était il y a 3 semaines. J'écris ces lignes depuis une petite maison de plage, sur la côte de l'État de Washington. Je l'ai acheté il y a 5 ans, lors d'un voyage d'affaires, et je n'en ai jamais parlé à personne. Payé en liquide, depuis un compte séparé. L'océan monte chaque matin, imperturbable. Le même rythme, chaque jour. Je comprends enfin ce qu'est la vraie liberté. Pas celle que les gens affichent sur les réseaux sociaux avec des couchers de soleil et des citations inspirantes. La vraie, celle qui arrive quand on cesse de laisser les autres définir notre valeur et qu'on reprend sa vie en main. Nicole n'a pas appelé. Elle ne le peut pas. Le numéro qu'elle avait n'est plus attribué et l'accord lui interdit de me contacter. Et même si elle me trouvait, le document signé est dans le bureau de Thomas. Sa signature est encore fraîche. Ses yeux, à cet instant précis, comprenant enfin qu'elle avait passé 12 ans à sous-estimer la seule personne qui n'a jamais eu besoin d'applaudissements pour gagner. Désormais, je reste assis seul à regarder l'eau. Je comprends enfin que les plus belles victoires n'ont pas besoin de témoins, elles demandent juste de la patience, de la préparation, et le cran d'attendre le bon moment pour cesser d'être invisible et reprendre ce qu'ils pensaient que vous ne défendriez jamais.